les circonstances ne lui offrent rien qui éloigne ses pensées de son île natale. Au contraire, il a rejoint le clan Paoli qu'avait abandonné son père. Sorti de l'école militaire en 1785, sous-lieutenant d'artillerie, il vit sa vie de garnison comme autant d'intermèdes à ses séjours corses. La rencontre morale avec la France est longue à se faire et même la Révolution ne parvient pas à l'opérer. Rien ne le rattache aux vaincus de 1789, mais rien n'indique de l'enthousiasme à l'égard des vainqueurs. Quand le canon tonne à Valmy, le 20 septembre 1792, il attend à nouveau le bateau qui le ramènera dans son île. Paradoxalement, c'est l'insurrection victorieuse de Paoli en avril 1793 qui va briser ce lien puissant avec le berceau de sa famille et de son enfance. En effet, la tribu Bonaparte, cataloguée pro-française, est proscrite. Elle débarque à Marseille avec armes et bagages. Madame Mère, veuve pittoresque, devenue depuis son veuvage chef de famille, à la tête de filles jolies et de garçons ambitieux. Toute la famille passe du côté de la Révolution, où se trouvent les emplois, les carrières, l'avenir. Le jeune capitaine d'artillerie devient non seulement montagnard, mais robespierriste. C'est l'heure du salut public en cet été 1793. La France est assiégée par l'ennemi, en proie à la guerre civile. Napoléon a choisi son camp, en même temps que l'histoire de France, où il entre avec un passeport jacobin. Qu'est-ce qui lui plaît tant à ce jeune officier dans ces mois terribles? Moins sans doute la passion révolutionnaire que ce qui s'accorde à son tempérament et à ses goûts. L'énergie à l'antique du gouvernement, l'autorité sans limite du pouvoir. Et la carrière ouverte au talent, le métier militaire honoré s'il est victorieux, les promesses de l'égalité dans une profession encombrée encore de particules et de préjugés. Toulon est repris aux Anglais grâce à ses conseils le 17 décembre 1793. Le voici aussitôt nommé général de brigade. Mais le 9 Thermidor interrompt cette ascension fulgurante du jeune général robespierriste, mis quelques semaines en prison et ensuite sans affectation. Les nouveaux chefs de la Révolution lui proposent un emploi en Vendée qu'il refuse, peu soucieux de s'illustrer sur ce théâtre sans gloire. Pourtant, il accepte le 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, d'être un des généraux qui répriment, sans trop de mal d'ailleurs, l'insurrection du Paris royaliste contre la Convention. Les muscadins des beaux quartiers veulent briser l'autorité des thermidoriens qui cherchent à se perpétuer dans les institutions du Directoire par le décret des 2/3. Bonaparte, nommé par Barras, les disperse à coups de canon. C'est, après Toulon, la deuxième scène de son mariage avec la France républicaine. Cette France est devenue un mélange de nomenclatura révolutionnaire et d'argent roi. La première a survécu pour fêter le couronnement du second. Dans ce milieu où règne Barras, ci-devant vicomte, ex-terroriste devenu le grand manipulateur du Directoire, le jeune général fait un personnage assez singulier. Émacié, taciturne, le visage juvénile mangé par les yeux et par la longue chevelure tombant sur les épaules en oreilles de chien. L'histoire de son mariage avec Joséphine au début de 1796 dit tout sur ce qui l'attache à cette société. Elle peut être racontée comme un vaudeville. En épousant une demi-mondaine ruinée que Barras a mis dans son lit, Bonaparte croit se marier à une riche héritière de l'aristocratie. Mais cette union peut être peinte sous des couleurs moins crues et tout aussi vraies. La passion brûlante, la seule qu'il ait éprouvée de son existence pour une femme, qui le jette dans les bras de Joséphine,
lui qui est snobé par l'association de son personnage avec un nom de l'Ancien Régime, cette passion s'alimente moins à l'arrivisme vulgaire qu'à une revanche sur les humiliations de son enfance. Car si ce petit gentilhomme corse juge la bourgeoisie, dont il ne sera jamais, il en partage le sentiment collectif le plus profond, l'amour-haine de l'aristocratie. Cette passion de l'égalité à la française, héritière de l'Ancien Régime sans le savoir, et qui n'a d'apaisement provisoire que dans la supériorité acquise, reconnue, garantie sur le voisin, qui est pourtant censé être son égal. Stendhal la nommera après lui et avec lui la vanité. Le petit Bonaparte qui épouse la Beauharnais est bien, à travers cette passion, naturalisé français. Plus encore qu'on ne pourrait croire, car s'il se fabrique peu à peu l'idée de gouverner la Révolution, idée que tant d'autres ont eue en vain avant lui, ce Méditerranéen calculateur est aussi un rêveur. Il est un homme de l'égalité comme les autres, mais à l'autre grande passion des Français de cette époque, la gloire de la nation, il va offrir mieux que personne sa légende, tirée de ce qu'il apporte de son génie exceptionnel dans les événements. C'est l'armée d'Italie, troisième épisode et de loin le principal de sa fulgurante ascension, alors qu'il n'a que 27 ans. Il y est nommé grâce à Barras encore, en mars 1796, et c'est le rêve de sa vie. C'est un peu son pays, sa langue, sa famille, le théâtre idéal où réunir ces deux patries dans ses victoires, et il a son plan de longtemps. Séparer les Piémontais des Autrichiens par une offensive rapide, forcer d'abord les premiers à la paix et puis chasser les seconds de Lombardie. Programme accompli à la mi-mai, quand Bonaparte entre à Milan, après avoir inventé son style militaire, fait de concentration des coups et de vitesse de déplacement. C'est sans doute à cette époque, et à Milan, que prend corps l'idée de son destin, dans ce palais de Montebello où il commence à vivre comme un souverain plus que comme un général de la République. Ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien encore. Je ne suis qu'au début de la carrière que je dois parcourir. Croyez-vous que ce soit pour faire la grandeur des avocats du Directoire, des Carnot, des Barras, que je triomphe en Italie? Croyez-vous que ce soit aussi pour fonder une république? Quelle idée! Une république de 30 millions d'hommes avec nos mœurs, nos vices. Où en est la possibilité? C'est une chimère dont les Français sont engoués, mais qui passera comme tant d'autres. Il leur faut de la gloire, des satisfactions, de la vanité, mais de la liberté, ils n'y entendent rien. À partir de là, Bonaparte fait jeu égal avec le pouvoir civil à Paris, auquel il impose largement ses choix, puisque le traité de Campo Formio, au tout début de 1797, est son œuvre. Le chemin du pouvoir n'est pas encore ouvert. Bonaparte gère l'attente en politique, sans se compromettre dans les luttes intérieures, déléguant simplement Augereau, un de ses lieutenants, pour sauver la République d'une restauration royaliste le 18 Fructidor 1797, 5 septembre. Bientôt s'ouvre le chemin de l'Égypte, expédition manigancée par Talleyrand, ministre des Relations extérieures, dans l'idée d'y frapper les intérêts anglais. Idée qui n'est pas réaliste, mais qui offre au général célèbre un nouveau terrain d'illustration dont il saisit au vol l'occasion. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort. Nous ferons quelques marches fatigantes. Nous livrerons plusieurs combats. Nous réussirons dans toutes nos entreprises. Les destins sont pour nous.
La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas des souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Débarquant dans la nuit du 1er au 2 juillet à Alexandrie, Bonaparte y laisse Kléber avec 3000 hommes et s'ouvre ensuite la route du Caire contre les Mamelouks, ces janissaires turcs au service du Pacha, lui-même au service de l'Empire ottoman. Soldats, nous célébrons le premier jour de l'an 7 de la République. Il y a 5 ans, l'indépendance du peuple français était menacée, mais vous prîtes Toulon. Ce fut le présage de la ruine de nos ennemis. 1 an après, vous battiez les Autrichiens à Dégaut. L'année suivante, vous étiez sur le sommet des Alpes. Vous luttiez contre Mantoue il y a 2 ans et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-Georges. L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et de l'Isonzo, de retour de l'Allemagne. Qui eût dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords d'une île au centre de l'ancien continent? Depuis 5 mois que nous sommes éloignés de l'Europe, nous avons été l'objet perpétuel des sollicitudes de nos compatriotes. Dans ce jour, 40 millions de citoyens célèbrent l'ère des gouvernements représentatifs. 40 millions de citoyens pensent à vous. Tous disent, c'est à leurs travaux, à leur sang que nous devons la paix générale, le repos, la prospérité du commerce et les bienfaits de la liberté civile. Soldats, nous avons une carrière de fatigue et de danger à courir. Après avoir mis l'Orient hors d'état de ne rien faire contre nous dans cette campagne, il nous faudra peut-être repousser les efforts d'une partie de l'Occident. Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire. Et si, au milieu de tant de combats, chaque jour est marqué par la mort d'un brave, il faut que de nouveaux braves se forment et prennent rang à leur tour parmi ce petit nombre qui donne l'élan dans les dangers et maîtrise la victoire. Peu importe au fond, pour sa gloire, que l'amiral Nelson et la flotte anglaise parviennent peu après à détruire ces navires mal abrités dans la rade d'Aboukir. Il s'installe dans sa conquête, souverain au Caire comme il l'était à Milan, recommençant l'essai d'un despotisme éclairé qui est sa recette de gouvernement, et donnant ainsi à cet épisode très court de la domination française en Égypte des traces qui auront une influence durable. Soldats, nous avons beaucoup souffert. Nous avons eu à combattre des ennemis de toute espèce. Nous en aurons encore à vaincre. Mais enfin, le résultat sera digne de nous et nous méritera la reconnaissance de la patrie. Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à partir pour la France. Je laisse le commandement de l'armée au général Kléber. L'armée aura bientôt de mes nouvelles. Je ne puis en dire davantage. Il me coûte de quitter les soldats auxquels je suis le plus attaché, mais ce ne sera que momentané. Et le général que je leur laisse a la confiance du gouvernement et la mienne. Soldats, les consuls de la République s'occupent souvent de l'armée d'Orient.
Mais les événements de France, les menaces extérieures qui pèsent à nouveau en 1799 sur le territoire national, et la crise de régime décident Bonaparte à rentrer. Il quitte presque clandestinement son armée le 22 août pour ne pas laisser au nouveau directeur, l'inévitable Sieyès, les mains libres dans le remaniement constitutionnel que tout le monde sent nécessaire et imminent. Quand il touche à Fréjus le 9 octobre, le temps a bien travaillé pour lui. Ses malheurs privés, comme toujours Joséphine lui a été infidèle, font contraste avec sa gloire nationale. J'aime tant cette femme. Si Joséphine est coupable, il faut que le divorce m'en sépare à jamais. Je ne veux pas être la risée de tous les inutiles de Paris. À Paris, tous les notables du directoire, sentant en lui la puissance de demain, le reçoivent avec 1000 égards. Seule la rencontre avec Sieyès tarde à se faire, car les deux hommes se flairent en rivaux. Mais nécessité fait loi. Sieyès, qui selon sa formule cherche une épée pour forcer la voie à la nouvelle constitution qu'il imagine, n'a pas vraiment le choix. Le coup d'État, consenti d'avance par le pays, a lieu les 18 et 19 Brumaire 1799, 9 et 10 novembre. Le 18, tout va bien. Tout se conforme au scénario des conjurés. Les anciens, convoqués au petit jour, prétextent un complot anarchiste pour transférer les conseils à Saint-Cloud. Bonaparte est chargé de l'exécution du décret. Le directoire est ou bien gagné ou bien neutralisé. L'administration et l'armée suivent. Mais le lendemain 19, à Saint-Cloud, tout se gâte. Les assemblées, 500 en tête, refusent un harakiri légal. Bonaparte vient en vain menacer les 500 que préside pourtant son frère Lucien. Finalement, il faut faire donner la troupe pour disperser les députés au crépuscule, après quoi les anciens prêtent à nouveau l'oreille pour voter ce que Sieyès leur demande, un nouvel exécutif de 3 membres. Sieyès et son affidé Roger Ducos, plus naturellement Bonaparte. Exécutif chargé de faire un nouveau texte constitutionnel. 3 consuls, assistés de 2 commissions législatives, pour que les 2 assemblées conservent une existence symbolique. Dans la nuit, tout le monde rentre de Saint-Cloud dans la capitale, qui est restée d'un calme exemplaire. Le texte qui sort des délibérations des 3 consuls comporte un premier consul tout-puissant et 2 autres réduits à jouer les utilités. Retour du principe monarchique dans la République, qui constitue la marque de la victoire de Bonaparte, le nouveau premier consul, sur Sieyès, qui refuse d'être l'un des 2 autres. Cambacérès, un ancien conventionnel de la Plaine, et Lebrun, un ancien secrétaire du chancelier Maupoux sous l'Ancien Régime, acceptent l'emploi. Le suffrage universel est en principe retenu, mais le vote populaire n'est plus utile qu'à fournir à tous les échelons administratifs du pays, de la commune jusqu'aux assemblées, des listes de candidats où le pouvoir exécutif choisit lui-même les élus. Quant aux assemblées, qui n'ont plus l'initiative des lois, leur multiplicité permet de fragmenter encore leurs rôles respectifs. La plus importante des assemblées, d'ailleurs, est celle qui est purement et simplement nommée, la plus haute cour administrative de la République, ce Conseil d'État qui est encore une des colonnes vertébrales de l'État, 200 ans après. C'est là que le premier consul va venir animer souvent les discussions capitales sur la législation civile post-révolutionnaire. C'est là que va prendre sa forme durable le droit de la société né de 1789
élaborés par les hommes de la Révolution. Alors que le tribunat est chargé de discuter les textes de loi et le corps législatif de les voter, le Sénat qui siège au Luxembourg comme aujourd'hui rassemble les gardiens de la Constitution. En fait, le régime étant ce qu'il est, dans les mains d'un seul homme, le Sénat sera avant tout formé des plus grands notables de la République, somptueusement habillés, bien rentés, mais peu influents. « 1789 avait fait une république sous le nom d'une monarchie, 1799 fait une monarchie sous le nom d'une république. » Le vaste consentement de l'opinion publique sur quoi prend appui le consulat tient à la réconciliation nationale dont Bonaparte a fait son drapeau. Les émigrés commencent à rentrer en masse, les églises rouvrent leurs portes, le pays respire et retrouve l'ordre des jours. Il est bien vrai que cette réconciliation n'est pas une réhabilitation du passé, moins encore une restauration de l'Ancien Régime, au contraire. Elle suppose l'acceptation de l'héritage de 1789 et la défense de l'égalité civile, pour ne rien dire des conquêtes extérieures. Mais la Révolution, grâce au consulat, commence à prendre dans l'opinion les traits de ce qui est irréversible, puisqu'elle est compatible avec les croyances du peuple et l'ordre retrouvé dans le pays. Aux Tuileries, le château tragique où avait sombré la vieille monarchie et où avait siégé le comité de salut public, le général corse figure l'image la plus inattendue d'un nouveau roi de France. Il en a pourtant repris le rôle au nom des principes de la Révolution. Mais de la monarchie, il lui manque déjà quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir. L'habitude des Français ou, ce qui revient au même, la garantie de succession qu'offrent les siècles aux dynasties. Lui n'est devenu le maître de la France et des esprits des Français que par la Révolution et par ses victoires. La condition de son pouvoir, c'est qu'il continue à en être la double incarnation. On le voit bien quand, à peine premier consul, il doit affronter à nouveau la coalition européenne, repoussée à l'automne 99, mais non vaincue. Soldats, un de nos départements était au pouvoir de l'ennemi. La consternation était dans tout le midi de la France. La plus grande partie du territoire du peuple ligurien, le plus fidèle ami de la République, était envahie. La République cisalpine, anéantie dès la campagne passée, était devenue le jouet du grotesque régime féodal. Soldats, vous marchez et déjà le territoire français est délivré. La joie et l'espérance succèdent dans notre patrie à la consternation et à la crainte. Soldats, ce ne sont plus vos frontières qu'il faut défendre. Ce sont les États ennemis qu'il faut envahir. Il passe les Alpes comme Hannibal et tombe sur les Autrichiens dans la campagne milanaise. Mais après des premiers succès, il est tout près de perdre la bataille de Marengo, où il rencontre toute l'armée autrichienne avec des effectifs dispersés.
4 fois, pendant la bataille, nous avons été en retraite. Et 4 fois, nous avons été en avant. Plus de 60 pièces de canon ont été de part et d'autre sur différents points et à différentes heures prises et reprises. Il y a eu plus de 12 charges de cavalerie et avec différents succès. L'ennemi avançait sur toute la ligne, faisant feu de mitraille avec plus de 100 pièces de canon. Les routes étaient couvertes de fuyards, de blessés, de débris. La bataille paraissait perdue. On laissa avancer l'ennemi jusqu'à une portée de fusil du village de San Giuliano, où était en bataille la division de Saix, avec 8 pièces d'artillerie légère en avant et 2 bataillons en potence, en colonne serrée sur les ailes. Tous les fuyards se ralliaient derrière. Déjà l'ennemi faisait des fautes qui présageaient sa catastrophe. Il étendait trop ses ailes. La présence du premier consul ranimait le moral des troupes. Enfant, souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. Une perte vivement sentie par l'armée, qui le sera par toute la République, ferme notre cœur à la joie. De Saix a été frappé d'une balle au commencement de la charge de sa division. Il est mort sur le coup. Il n'a eu que le temps de dire au jeune Lebrun qui était avec lui: « Allez dire au premier consul que je meurs, avec le regret de n'avoir pas assez fait pour vivre dans la postérité. » Lorsqu'on vint, au milieu du plus fort du feu, annoncer au premier consul la mort de Saix, il ne lui échappa que ce seul mot: « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?» Mais à Paris, un peu plus tard, on apprend la défaite avant le redressement. C'en est assez pour que les milieux politiques refassent l'espace de quelques heures la carte du régime comme s'il avait disparu. L'agent royaliste Hyde de Neuville note dans ces jours-là que, je cite, « Marengo fut le baptême du pouvoir personnel de Napoléon. Pouvoir immense mais pouvoir fragile, puisqu'il est viager, et non seulement à la merci d'une défaite, mais aussi d'un attentat. Dieu sait que les royalistes ne l'ignorent pas et tentent leur chance. Le 24 décembre 1800, rue Saint-Nicaise, alors que sa voiture l'emmène au théâtre, Bonaparte n'échappe que par miracle à l'explosion d'une machine infernale, mise au point par le chef chouan Cadoudal. À 30 ans, le citoyen consul est dans son plus grand éclat physique, moins olivâtre que le général d'Italie, pas encore rondouillard comme l'empereur. Il vit dans le bruissement de sa gloire et dans l'enivrement du travail gouvernemental, les 2 passions de sa vie quotidienne, donnant même un peu de son temps au plaisir et au divertissement. Ce sont les beaux jours de la Malmaison, ce petit château intime que Joséphine a acheté pour en faire son Trianon. Bonaparte y travaille aussi, mais surtout il y manifeste une sorte de bonheur privé dont la femme de Junot, qui sera duchesse d'Abrantès, a été la mémorialiste. La Malmaison, à l'époque dont je parle, était une maison de campagne jolie, agréable à cause de ses environs, mais comme habitation tout à fait incommode, et de plus fort malsaine. Madame Bonaparte avait fait cette acquisition, à ce que m'a dit Brunetière, qui s'était trouvée mêlée dans cette affaire, comme un enfant qui achète une poupée qui lui plaît, sans savoir si elle s'en amusera longtemps. Le parc n'était pas grand, c'était un joli jardin anglais, et le château tombait de tous les côtés. Le parc était fermé par un mur qui se prolongeait sur la route de Saint-Germain, excepté au commencement, le long de la pelouse devant le château. La Malmaison était donc une jolie maison de plaisance, et voilà tout. On dînait, comme je l'ai dit, à 6 heures. Lorsqu'il faisait beau,
le premier consul ordonnait que l'on servît dans le parc. On mettait la table à gauche de la pelouse et devant le château, et un peu à l'avant de l'allée droite. On était peu de temps à table, et le premier consul trouvait que le dîner était trop long lorsqu'on y restait une demi-heure. Lorsque nous nous rendîmes dans la salle à manger, le premier consul était déjà à table. Il me fit mettre à côté de lui et me parla tout aussitôt de choses tellement indifférentes qu'il était évident que ce n'était que pour éviter un silence complet qu'il entreprenait une conversation à laquelle il ne prêtait aucune attention. Je l'examinai et je vis qu'en effet il était sous le poids d'une vive impression. Hélas, le sujet n'en était que trop grave. Nous avions perdu l'Égypte. C'était en vain que le premier consul avait caché les premières nouvelles qui lui étaient parvenues et qui lui avaient dévoilé tout l'avenir qu'il redoutait. Les Anglais avaient triomphé. Il n'a pas encore de cour et vit entouré de ses aides de camp et de ses amis généraux, au-dessus d'eux, mais non isolés d'eux. Joséphine a enfin compris qu'elle avait tiré sans le savoir le plus gros numéro, et leur couple figure assez bien, par la singularité de ce qui les a réunis, les hasards de la société nouvelle. Ces deux marginaux de la Révolution, la courtisane des îles et le petit soldat corse, ont fini par incarner pour un court moment la France bourgeoise qui commence sa vie de château. La France est sous le charme de ce souverain nouveau qui est son fils le plus brillant. Ce que Bonaparte a de royal vient d'abord de ce qu'il est l'enfant prodige de la République. Un Washington français, tout jeune et pourtant si tardif. C'est au moment où la Révolution ferme son théâtre intérieur qu'elle rencontre enfin son grand homme, selon la pente de son génie. Ce Washington de 30 ans n'aime pas la liberté et ne finira pas sa vie en père de la patrie, mais en conquérant vaincu. Reste que pour quelques années, celle qui le sépare du sacre en 1804, il est l'homme qui enchaîne enfin les événements et qui fonde l'État moderne sur l'héritage de la Révolution. La dictature que Bonaparte organise n'est pas une dictature militaire, mais civile. Son ressort intérieur n'est pas l'armée, mais l'administration. Le premier consul porte à un point que la monarchie n'aurait jamais espéré, bien que ses ministres y aient souvent pensé, de Colbert à Turgot, la centralisation administrative d'une France débarrassée de ses corps intermédiaires par 1789 et ramenée à une société d'individus égaux. Le préfet est le petit roi du département. La justice fonctionne dans la main de l'État. L'enseignement est rigoureusement contrôlé. Même le clergé retrouve le chemin gallican de l'obéissance stricte au pouvoir temporel au terme du concordat signé avec le pape le 15 juillet 1801, après un an de laborieuses négociations. Le pape obtient la fin de l'Église constitutionnelle et l'investiture des nouveaux évêques. Mais le premier consul a désormais une Église catholique unifiée dont il a le contrôle, instrument indispensable à ses yeux du gouvernement des hommes. D'ailleurs, la situation en fait foi. Le concordat, impopulaire chez ses généraux, parachève son œuvre de réconciliation nationale. Il n'est pas jusqu'à la situation extérieure qui ne s'éclaircisse. La paix est signée avec l'Angleterre en 1802. C'est une trêve plus qu'une paix,
comme l'avenir proche le montrera. Inventeur d'un corps de fonctionnaires dont la masse, le nombre, sont inédits dans l'histoire, le premier consul a été du coup un extraordinaire distributeur d'emplois. Dans cette foire aux places si caractéristique de son règne, il joue à l'échelle de la nation un des grands rôles du roi de France à la cour, donner des récompenses, des honneurs, des distinctions et des emplois. Tout ce qui a joué un rôle, même petit, depuis 1789, trouve à se caser sous son drapeau. Et beaucoup de ceux qui n'ont pas voulu servir la France nouvelle la rallient sous la garantie du premier consul. Mais il n'y a pas de moment où Bonaparte n'est paru plus inséparable de la fin de la Révolution. Il se fait donner par plébiscite le consulat à vie en août 1802. Qu'a-t-il encore comme adversaire en France? Des royalistes de complot, mais très peu nombreux, très isolés. Et des petits milieux intellectuels, comme ces cercles où se rencontrent les idéologues et où l'on voit encore le sénateur Sieyès, comblé d'honneur, mais sans doute pas trop heureux de l'évolution des choses. Sieyès croit posséder seul la vérité. Quand on lui fait une objection, il répond comme un prétendu inspiré et tout est dit. Le salon de Madame de Staël est fermé depuis 1802, après que son ami Constant ait été éliminé du tribunat et elle-même interdite de séjour à Paris. Chateaubriand se tait encore, casé à l'ambassade de Rome par le maître du jeu. À qui veut avoir une idée de la popularité de Bonaparte, il suffit de savoir que même Talleyrand, habitué à tout regarder d'un regard glacial, s'est pris d'une sorte d'admiration pour le génie civil et militaire du premier consul. Il y trouve, il est vrai, des avantages. Après le Concordat, le pape accepte en 1802 le retour de l'ancien évêque à l'état laïque, ce qui lui permet d'épouser sa maîtresse, Madame Grand, aussi stupide que belle. Ministre des Relations extérieures, Talleyrand est encore comblé d'argent et d'honneur. Bonaparte aime bien avoir à ses côtés ce grand seigneur, courtisan plus subtil que ses généraux, et qui parle à son imagination historique. Bref, toutes ces raisons forment un attelage assez stable pour que Talleyrand ait pu le croire l'espace de quelques années durables, puisque sa prudence légendaire ne l'empêche pas de mettre la main à l'arrestation et à l'exécution du duc d'Enghien en mars 1804, sanglante préface à la proclamation de l'Empire. L'affaire a été réglée de façon expéditive. En août 1803, Cadoudal a retraversé la Manche avec ses chouans rescapés de l'attentat manqué de 1801. Mais Fouché, ministre de la police, les fait arrêter. Ils seront exécutés. À l'interrogatoire, un des conjurés a révélé que le signal de l'attentat devait être la présence sur le sol français d'un prince du sang Bourbon. Sur ces simples présomptions, Bonaparte fait arrêter en territoire étranger, dans le pays de Bade, à quelques kilomètres du Rhin, le duc d'Enghien, fils du dernier Condé. Amené à Paris, celui-ci est tout de suite jugé et fusillé, séance tenante, dans les fossés de Vincennes, au petit matin du 21 mars 1804. Bonaparte, comme la Convention, vient de verser le sang Bourbon.
Il lui reste à fonder sa propre monarchie. C'est l'objet du sacre le 2 décembre 1804, par lequel il devient empereur des Français. Je jure de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Je monte au trône où m'a appelé le vœu unanime du Sénat, du peuple et de l'armée, le cœur plein du sentiment des grandes destinées de ce peuple que, du milieu du camp, j'ai le premier salué du nom de grand. Mes descendants conserveront longtemps ce trône. David, toujours lui, a peint la cérémonie comme il avait peint le jeu de paume, en célébrateur des fastes de la Révolution. Peintre de son inauguration, il n'a pas manqué sa fin. Il a représenté le moment où, tout juste ceint du diadème de laurier d'or, Napoléon s'apprête à couronner Joséphine à genoux sur la première marche de l'autel. En déplaçant la scène centrale du couronnement de l'empereur à celui de l'impératrice, il a mis en valeur la souveraineté du premier et la grâce célèbre de la seconde, tout en marginalisant la présence du pape, assis à droite et qui semble presque absent du grand spectacle. Autour, c'est le tout empire qui est réuni. La famille d'abord du côté gauche, les frères Joseph et Louis à l'extrême gauche, qui font paraître des figures de bandits corses endimanchés, puis les sœurs, et Hortense de Beauharnais tenant son fils par la main, derrière les porteuses de la traîne de Joséphine. Au centre, dans une loge, surplombant Murat qui tient encore le coussin sur lequel il avait présenté la couronne, Madame Mère, qui n'assistait pas au sacre, mais que David a représenté comme la divinité tutélaire de la cérémonie. Pourtant, il lui a laissé quelque chose comme un air d'indifférence et de retrait, comme si, de cet étalement des grandeurs terrestres, elle restait la voyante hors du monde, venant d'un plus lointain passé, considérant un avenir plus vaste. La sorcière de la famille, présente comme la fatalité à ses fastes éphémères. Du côté des vainqueurs du jour, rangés en cercle autour de l'autel, de dos et de profil, les deux ex-consuls, Lebrun tenant le sceptre, Cambacérès la main de justice, Berthier, le fidèle des fidèles, portant de son bras gauche le globe impérial qui l'empêche de tomber avec sa main droite. Trois bourgeois empanachés, aux visages épais, portant comme des domestiques les emblèmes du maître du monde. Puis vient Talleyrand en manteau rouge, l'air insolent et amusé, coup d'œil d'expert qui se souvient de faste d'un meilleur goût, et Eugène de Beauharnais, la main gauche sur son épée, et puis Caulaincourt, Bernadotte, encore des militaires, devant lesquels se tient le cardinal Fesch, demi-frère de Madame Mère, et le cardinal Cambacérès, qui a eu la chance d'avoir un frère. Telle fut donc cette cérémonie un peu kitsch, par où la Révolution mettait fin à sa course folle, au prix d'une illusion de durée.
nous avons fini le roman de la Révolution, il faut en écrire l'histoire. C'est ce que déclarait Bonaparte en 1800. Des milliers d'ouvrages seront écrits pour expliquer, commenter, interpréter ce temps fort de l'histoire de France. Qu'est-ce que la Révolution a changé en France? Cette question a fait l'objet de nombreux commentaires contradictoires et passionnés. On peut néanmoins essayer d'isoler 3 héritages importants de la Révolution parmi beaucoup d'autres. La Révolution a légué des principes universels, une administration nouvelle, elle a consacré la bourgeoisie comme classe dominante. La Révolution a proclamé les principes sur lesquels se fonde notre société, l'égalité et la liberté. L'égalité sociale est la seule idole des Français, disait Chateaubriand. Et de fait, le désir d'égalité était très profond dans la France du XVIIIe siècle. La Révolution l'a fait passer dans les lois et dans les mœurs. Elle a imposé l'égalité civile, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Mais l'égalité politique sera beaucoup plus longue à venir. Le suffrage universel ne sera définitivement acquis que sous la Troisième République, et encore seulement pour les hommes. Les femmes, elles, devront patienter jusqu'en 1945. La liberté, c'est la deuxième idée force. Les libertés individuelles sont très vite garanties, et la liberté économique aussi, mais la liberté politique ne s'impose vraiment, elle aussi, que sous la Troisième République. En même temps que ces principes universels sont proclamés, la France moderne émerge du séisme. En 1789, la création des départements rationalise le territoire. La Terreur, puis Bonaparte, unifie l'administration et la centralise. En 1792, l'état civil et le mariage deviennent laïques. Le divorce est autorisé. Comme le remarquait Jaurès, c'est toute la vie sociale qui change en profondeur. Et ce socle administratif et juridique, il est toujours le nôtre. À la fin de la Révolution, la France est une nation bourgeoise, paysanne, mais surtout propriétaire. Les biens du clergé ont été vendus, ceux des nobles émigrés aussi. Et en 10 ans, c'est à peu près 10 à 15% du territoire qui a changé de main. Les bourgeois des villes en ont beaucoup profité et dans une moindre mesure, les paysans aussi. La bourgeoisie, c'est la grande gagnante de la Révolution française. Elle a imposé ses principes et ses intérêts. Elle s'est détachée du peuple. Elle s'est aussi diversifiée. Des groupes nouveaux se sont formés, les propriétaires rentiers, les fonctionnaires, les militaires. Ils feront les délices de Balzac dans La Comédie humaine. L'histoire de la Révolution, la belle série documentaire que vous venez de voir, est l'œuvre de François Furet. Ce grand historien qui vient malheureusement de disparaître a renouvelé les analyses de la Révolution. François Furet laisse une œuvre magistrale, brillante et rigoureuse. Une œuvre à découvrir par tous ceux qui s'intéressent aux passions révolutionnaires. Histoire lui rendra hommage en septembre. Trois reportages au sommaire du 4e numéro d'Envoyé spécial, les années 90. L'Algérie des années 90, entre faillite et espoir, avec la montée inexorable de l'intégrisme. Tchernobyl, la tragédie, l'enquête sur la plus grande catastrophe du nucléaire civil. L'histoire du petit Kwan, l'intégration réussie dans un village autrichien d'un enfant boat people. Envoyé spécial les années 90, c'est sur Histoire. Le pain noir, c'est la grande fresque du monde paysan et du monde ouvrier français à la charnière du 19e et du 20e siècle. Le pain noir, c'est la vie de Cathy, une petite paysanne du Limousin qui, à travers les joies et les drames, va construire son existence au rythme de l'histoire. Le pain noir, c'est chaque semaine et c'est sur Histoire.
Je me souviens du jour où la suppression de la peine de mort en France a été officiellement annoncée. Grâce à M. Badinter, la France ressemblait enfin et entièrement à la France. Je me souviens de ces jours où, après avoir écrit 6 livres en espagnol tout en vivant en France, j'ai commencé un autre et sans m'en rendre compte, je l'avais commencé en français. Eh bien, la réalité avait changé, car chaque langue, c'est un état d'âme, c'est une vision de la réalité différente. Par exemple, maintenant je disais oiseau, et c'était tiède et petit, et doux, et luisante, et je ne disais plus pájaro, comme en espagnol. Je disais la lune, et c'était intime, je ne disais pas la luna, une chose extérieure qui était hors de moi, loin dans le ciel. Je me souviendrai toujours du samedi 14 juin 86. C'était l'aube et Borges se mourait à Genève. À 7h49, je l'ai senti partir. Avant, quand j'étais désespéré parfois, soudain, je pensais, il est à Tokyo, à Buenos Aires, en Inde, à Londres, en Amérique. Et je me disais, il est là, il pense pour nous tous. Et cette idée me calmait. Borges était l'un des plus grands créateurs littéraires du siècle. Mais il était aussi un homme sage. De toute son œuvre, d'une invention extraordinaire, il y a quelques lignes qui pour moi sont une sorte d'évangile. C'est lui qui cultive son jardin comme voulait Voltaire. C'est lui qui rend grâce parce qu'il y a la musique. C'est lui qui découvre avec plaisir une étymologie. Deux ombres de la banlieue qui jouent une modeste partie des échecs. Des céramistes qui préméditent une couleur ou une forme. C'est lui qui caresse une bête endormie. C'est lui qui justifie ou essaye de justifier le mal qu'on lui fait. C'est lui qui rend grâce parce qu'il y a Stevenson. C'est lui qui préfère que les autres aient raison. Ces gens qui s'ignorent sont en train de sauver le monde. Je me souviens de Sadat, en visite au Parlement européen, venu exhorter les Européens de l'aider à progresser dans la voie de la paix au Moyen-Orient. Il avait un visage de prophète, il était un prophète. Je me souviens de Moscou, au mois de décembre 1983, horriblement triste. J'étais en visite chez les Refouznik. Leur petit appartement, une petite fille de 8 ans, qui jouait du piano et qui attendait. Elle avait l'espoir de quitter un jour l'Union soviétique. Elle est aujourd'hui à Boston. Je me souviens d'un coucher de soleil merveilleux, extraordinaire, à Cabourg, sur la mer, juste la mer, les planches, et le souvenir de Proust dans l'hôtel. Je me souviens l'an dernier, la dernière exposition de Vera da Silva. Elle m'avait elle-même accompagnée, elle m'expliquait ses tableaux. Il n'avait pas besoin d'explication, l'exposition s'appelait, je crois, La transparence. Je me souviens les quelques secondes à la télévision, cette image de l'étudiant chinois devant les tanks. Est-ce qu'il allait être abattu? Est-ce qu'il allait pouvoir s'échapper? Je me souviens d'une soirée à Versailles. Jessie Norman chantait. Le palais était illuminé. Le ciel était plein d'étoiles. Jessie chantait et tout était suspendu à sa voix.
Je me souviens de notre anniversaire de mariage, 40 ans de mariage. Nous devions juste dîner avec nos enfants, mais une surprise nous attendait. Ils avaient réuni tous nos amis, tous ceux que nous avions rencontrés et aimés au cours de ces 40 ans de vie commune. Et à travers ces visages, c'est toute notre vie, tous nos intérêts, mais surtout tous ceux que nous aimions, que nous voyions. C'était aussi un moment privilégié. Je vous retrouve dans quelques instants pour le dernier volet de notre série Staline, Hitler. Jeudi sur Histoire, Le Grand Secret, mise en scène en 1953 par Melvin Frank et Norman Panama, avec Robert Taylor et Eleanor Parker. Le sujet du film, 6 août 1945, Hiroshima. Jeudi, sur Histoire, Le Grand Secret. Il était une fois le monde. Chaque vendredi à 22 h sur Histoire, partez à la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres civilisations. De l'Égypte des pharaons à la chute du mur de Berlin, soyez archéologue, journaliste et globe-trotteur, parcourez la planète sur les traces de son passé, découvrez le monde à travers son histoire. Il était une fois le monde, chaque vendredi à 22 h sur Histoire. Voici le dernier volet de notre série consacrée aux relations secrètes entre Staline et Hitler. Après le pacte germano-soviétique de 1939 et le partage de la Pologne et des pays baltes, vient le temps de l'affrontement. Hitler a son plan d'attaque de l'Union soviétique, le plan Barbarossa. Staline, de son côté, n'y croit pas et veut gagner du temps. Pourtant, le 22 juin 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. L'armée rouge est anéantie. Mais les Allemands vont perdre la bataille de Stalingrad, qui consacrera Staline avec l'aide des Américains. Le 8 mai 1945, Staline a étendu son pouvoir sur la moitié de l'Europe et un tiers de Berlin. Voici donc le dernier volet de cette série Staline-Hitler, l'affrontement. Staline et Hitler ont chacun juré la perte de l'autre. Pourtant, ils collaborent et signent un pacte en août 1939. Ce pacte leur a permis de se partager la Pologne. Il a surtout permis à Staline d'éviter la guerre avec Hitler en la rejetant vers l'ouest. Staline rumine ce calcul. Hitler va s'épuiser dans une longue guerre avec la France et l'Angleterre. Un jour, il n'aura plus qu'à faire avancer son armée dans une Europe en ruine afin d'y instaurer le communisme. Я думаю, он делал нехорошо. Нехорошо делал. Так, только людей расстрелять безвинных. Я книг много прочитал, и про Чкала, и про всех. Добрых людей много ушло с наших с этой земли. Миллионы. Так. Я знаю, что Сталин хотел. Сталин хотел замесить Гитлера. Гитлер хотел тоже прибрать. А Сталин тоже хотел весь мир взять. И она так и шло. Она так и шло. Après une lune de miel consacrée au partage de la Pologne et au génocide commun de ses élites,
le pacte entre l'Allemagne et l'URSS entre dans une phase de turbulence. Au printemps 1940, tandis qu'Hitler s'emparait de l'Europe, Staline annexait les pays baltes et la Moldavie. L'attribution de ces pays à l'URSS était prévue par le pacte. En cela, Hitler ne peut rien dire. Mais la précipitation de Staline derrière son dos pendant qu'il envahit la France l'agace. En Roumanie, Staline dépasse la Moldavie, marquant son intérêt pour les Balkans. Il menace les puits de pétrole roumains dont l'Allemagne ne peut se passer. Et cela dérange Hitler. Staline, lui, est inquiet. Il s'est allié avec le diable pour retarder une guerre certaine. L'effondrement de la France en 5 semaines déjoue toutes ses prévisions et laisse les mains libres à son adversaire. Le 22 juin 40, Hitler visite la cathédrale de Beauvais. Ce n'est pas pour un tédéum. Ses pensées louvoient autour du prochain ennemi à dévorer. L'Angleterre ou la Russie. De retour dans le wagon de Compiègne, où l'armistice avec la France vient d'être signé, Hitler fait ouvrir les cartes. Göring lui désigne sa cible préférée. L'Angleterre. Le pays est à genoux et à découvert. Himmler, à gauche sur votre écran, est du même avis. Göring argue auprès de son maître que la Russie, bien sûr, c'est l'objectif de toujours, mais plus tard, l'occasion est trop belle. Avec son aviation et un déluge de bombes, il peut forcer l'Angleterre à composer avec l'Allemagne. Hitler laisse Göring lâcher sa Luftwaffe. Pourquoi pas, qu'il essaye. Mais en même temps, il demande à son chef d'état-major de préparer un plan d'invasion de la Russie. Le bombardement des villes anglaises commence. Grâce au radar et à la Royal Air Force, les Anglais sauront résister. Göring y perdra le gros de son aviation. Les vraies pensées d'Hitler sont ailleurs. Aussitôt terminée la campagne de France, il déploie une partie de ses troupes sur les côtes face à l'Angleterre. Mais le gros de ses forces, il va les masser en Pologne, le long de ses frontières avec l'URSS. Officiellement, il s'y repose. La bataille des petits pions continue, sournoise. Hitler saupoudre d'unités armées ses alliés des Balkans, notamment la Roumanie autour des puits de pétrole. La partie d'échecs se noue. Face à un adversaire maître du jeu, le vrai problème de Staline est de deviner ses intentions. Après l'échec de la bataille d'Angleterre, Hitler donne l'impression de vouloir y débarquer. Il concentre des divisions blindées sur les côtes du continent. Si son plan est bien d'envahir l'Angleterre, parfait, Staline gagnerait encore du temps. Mais il se demande si ce n'est pas une manœuvre pour assoupir sa méfiance, un paravent masquant une attaque contre lui. Pour tenter d'en savoir plus, il envoie Molotov à Berlin. Le ministre des Affaires étrangères soviétique y est reçu avec tous les honneurs dus à un allié. Mais la partie tourne au chat et à la souris. Vous voyez, l'homme avec le chapeau noir, là, c'est moi. Quand il s'est approché de nous, il nous a fait le salut hitlérien, sachant que nous ne faisions pas la même chose. Il était très arrogant. Il a commencé par un long monologue sur la chute de l'Empire britannique. Très bientôt, nous disait-il, l'Angleterre sera écrasée et occupée. Il faut donc parler du sort de centaines de millions de gens laissés sans maître. Quand finalement il s'est arrêté, Molotov lui a demandé ce que ses troupes faisaient.
C-R-O-U-C-H-E-S. Croûte, C-R-O-U-T-E. Carotte, C-A-R-O-T-T-E. Castor, C-A-S-T-O-R.